en Centrafrique, un monument érigé à Bangui à la gloire des soldats russes. Notre invité est Luc Abaki, il est journaliste. Bonjour, cher confrère, vous allez bien? Oui, bonjour, je vais très bien, j'espère que vous aussi. Je vais bien également. Un monument rendant hommage aux forces armées centrafricaines, FACA, et aux soldats russes ayant contribué à la lutte contre les groupes rebelles a été inauguré lundi à Bangui par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Selon un communiqué de la présidence centrafricaine rendu public mardi, le monument a été érigé en mémoire des soldats centrafricains russes morts pour la libération de la République centrafricaine. Alors, Luc Abaki, un monument pour rendre hommage aux soldats centrafricains n'est pas un problème, mais aux soldats russes, il y a à dire. Oui, c'est sûr qu'il y a à dire, mais bon, je pense que c'est un acte de reconnaissance, tout simplement, parce qu'il faut reconnaître que le président Touadéra a hérité d'un pays qui était déchiqueté, qui était éparpillé, donc dont la souveraineté était quand même sujette à caution. Donc, lorsqu'il est arrivé, il a essayé de faire le nécessaire pour pouvoir asseoir d'abord son pouvoir et ensuite reconquérir de façon progressive l'ensemble du territoire centrafricain. Aujourd'hui, il n'a pas la totalité, mais il faut reconnaître que grâce donc, aux forces russes, il y a un travail de terrain qui a été fait et qui a permis donc, au pouvoir centrafricain de pouvoir s'affirmer et de commencer donc, à conquérir d'abord sa souveraineté et ensuite son assise réelle sur le sol centrafricain. Donc, si aujourd'hui le président sent le besoin d'ériger un monument à l'honneur et à la gloire des forces qui l'ont aidé à pouvoir donc s'asseoir et à consolider son pouvoir, je pense que c'est de bonne guerre. Mais c'est en même temps un message à l'endroit des puissances extérieures précédentes qui étaient sur ce sol-là pendant des années et dont le résultat, malheureusement, est à rechercher. Voilà, donc je pense que c'est ce langage que le président centrafricain est en train de passer, donc notamment à la France, pour qu'elle comprenne qu'aujourd'hui, je pense que ce pouvoir est dans une dynamique d'efficacité et dans une démarche de conquête effective de sa souveraineté et de son affranchissement vis-à-vis donc de la France. Avant d'étudier ce prisme que vous évoquez, ce monument est appelé Préservons la paix en République centrafricaine. Alors, Luc Abaki, vous ne pensez pas que cette paix va au-delà de ce monument? Récemment, on a eu Martin Ziguélé qui a dit qu'il est au point mort, si on peut le dire, avec le pouvoir de Bangui actuellement. Il y a également l'ancien président François Bouzizé qui serait à N'Djamena. Alors, les pourparlers, ça ne marche toujours pas en République centrafricaine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au-delà de tout cela? Bon, dans un premier temps, vous savez, pour qu'on puisse d'abord parler d'une paix véritable, il faut s'assurer d'avoir l'espace, le territoire comme il se doit, d'abord. Donc aujourd'hui, je pense que le président Touadéra a fait le travail qu'il fallait avec le partenaire russe pour pouvoir conquérir d'abord le territoire. Et effectivement, pour pouvoir avoir la paix maintenant, il faut aller au-delà des simples symboles, au-delà de l'acte guerrier, pour pouvoir provoquer un leadership qui inclut l'ensemble des forces vives de la nation. Voyez-vous? Donc ce n'est pas simplement une question d'individu, parce que ce que vous évoquez aujourd'hui, notamment Ziguélé et Bouzizé a dirigé le Centrafrique pendant des années. Et il était venu par un coup d'État pour renverser Ange Félix Patassé. Et donc, il a gouverné le pays pendant longtemps. On a dû le renverser lui aussi par un soulèvement terroriste. Et apparemment, il ne s'avoue pas vaincu. Et donc, il est allé s'armer à nouveau, justement, dans une démarche de revanchard, pour pouvoir revenir et engager les hostilités terroristes. Donc, c'est vrai que pour pouvoir avoir cette paix, il va falloir composer avec tout le monde, mais pas à n'importe quel prix. Ouais. Ce n'est pas parce que quelqu'un comme Bouzizé, qui est un officier, mais qui a tendance à vouloir à tout prix reconquérir le pouvoir par tous les moyens, dit aujourd'hui que ça ne va pas en Centrafrique, que nécessairement ça ne va pas aller. Donc le pouvoir, pour pouvoir s'asseoir véritablement, doit travailler avec les forces vives de la nation, sur le terrain, de telle manière qu'il puisse dérouler son programme et que les Centrafricains puissent se retrouver. Maintenant, s'il y a des individus qui sont dans une attitude de rebelles, de terroristes,
leur langage à lui seul ne va pas compromettre la consolidation de la paix dans ce pays, quoi. Alors, on rend hommage aux Russes, mais on voit que les partenaires russes ne sont pas visiblement d'accord. Tout récemment, c'est l'Union européenne qui va cesser de former les forces armées centrafricaines. Il y a également l'ONU qui, à maintes reprises, a parlé de cette situation en République centrafricaine, sans oublier la France. Vous pensez aussi que c'est la France qui aiguillonne l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies? Absolument. Vous savez, ce qui se passe en général dans l'espace francophone en Afrique part d'abord des directives que donne la France. C'est-à-dire que c'est elle qui donne le là, puisqu'elle considère toujours ces anciennes colonies comme étant une propriété privée, où malgré les indépendances, malgré l'ouverture qu'il y a aujourd'hui dans le monde, où on proclame la possibilité pour chaque État de pouvoir se faire des partenaires extérieurs, c'est toujours la France en réalité qui, en sourdine, tire pratiquement toutes les ficelles, voyez-vous. Et vous avez donc constaté, lorsque le président Touadéra a décidé de tourner son attention vers les Russes, vous avez vu tout le vacarme, tout le soulèvement et tout le bruit que ça a suscité dans les médias francophones. Et justement par l'action de la France, et les autorités françaises elles-mêmes ne s'en cachaient d'ailleurs pas, parce que c'est elles qui sont montées au créneau pour dénoncer absolument tout dans le territoire centrafricain. Comme si lorsque les militaires français étaient en Centrafrique, il n'y avait pas de bavure, il n'y avait pas de... Alors que les rapports établissent clairement que les militaires français se sont rendus coupables de viols, d'extorsion, d'un certain nombre de bavures, mais dont personne ne parle. Et donc, il faut comprendre que tout ce qui se ligue aujourd'hui contre le pouvoir centrafricain est initié de haut par la France. Parce que, vous savez, le Centrafrique, c'est un pays stratégique, en tout cas en termes de géopolitique. C'est un pays stratégique qui permet l'ouverture sur d'autres pays, en tout cas de la sous-région. Et pendant longtemps, la France a considéré donc ce territoire comme étant une bonne partie de son territoire à lui, voyez-vous. Donc, aujourd'hui, où ils ont commis l'erreur de vouloir dire, bon, mais on met fait à notre, comment ils s'appelaient leur force là, bangarisme. Voilà. Et donc, les Russes, le président Touadéra, cherchant d'abord sa sécurité à lui, et ensuite manifestant un désir de reconquérir son territoire, mais s'est tourné vers les Russes qui l'ont accueilli. Mais les Russes aussi, en le faisant, c'est par intérêt. D'abord pour narguer la France, ensuite pour mettre pied en Afrique, parce que tout le monde est en quête des ressources minières, des ressources énergétiques, etc., pour pouvoir se développer. Et donc, c'est une vraie guerre entre puissances qui se joue justement dans ce pays. Alors, vous pensez que ça, on peut dire que c'est la période Touadéra. Lorsqu'il va passer, les Russes seront toujours présents en République centrafricaine? Bon, tout dépendra de la politique du nouveau dirigeant qui sera là, voyez-vous. Mais je crois qu'il y a quand même les résultats les acquis sont là, voyez-vous. Donc, les acquis, en réalité, l'aspiration de tout dirigeant, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir la marge dont il a besoin pour pouvoir gouverner le pays, dérouler sa vision et donc lancer son pays sur la voie du développement, etc. Et donc, lorsque le pays lui-même est déchiqueté de gauche à droite, et on sent que le partenaire qui est là fait un double jeu, donne le sentiment d'être avec le pouvoir en place, mais en même temps finance des rebelles pour fragiliser le pouvoir et donc justifier son maintien sur le territoire, il y a un problème. Et je crois que le président Touadéra fait preuve d'efficacité en cherchant les résultats du terrain. Et en cela, en composant avec les Russes, il fait très bien. Et aujourd'hui, je crois que la Centrafrique est dans une phase transitoire dans sa marche vers l'affranchissement absolu. Parce que l'idéal ne serait pas de faire aussi des Russes un partenaire éternel. Parce que eux, comme je l'ai dit, ils viennent pour des intérêts. La preuve, ils sont en train d'utiliser des gisements pour s'auto-payer d'une certaine manière. Voilà. Donc c'est pour dire qu'en réalité, les intérêts sont là, mais au moins, le pouvoir a besoin des résultats concrets. Parce que le peuple attend des résultats et donc je crois qu'avec l'appui des Russes, il est en train quand même de faire une marche et même il initie une nouvelle dynamique de gouvernance qui risque d'entacher un peu toute cette zone-là en Afrique centrale, tout comme en Afrique de l'Ouest. Vous avez parlé des Russes, mais ce n'est pas officiel.
c'est une force, la force Wagner. Ce n'est pas là où on doit s'interroger. Pourquoi Kremlin même ne parle pas et dit officiellement que nous sommes avec la République centrafricaine? Mais la vérité, c'est que le pouvoir centrafricain a fait la démarche vers le pouvoir russe. Il faut que ce soit clair. Donc, si dans le schéma de gouvernance de Poutine, il a compris qu'il faut détacher ou bien il faut créer ou il faut initier une force parallèle, mais qui, quoi qu'on dise, répond fondamentalement au nom des Russes. Voyez-vous? Parce que le patron des Russes, c'est quelqu'un qui a fait, donc, qui a eu toute une longue carrière dans les services secrets et qui est un allié indéboulonnable du président Poutine. Et donc, que ce soit une force privée ou publique, l'essentiel c'est l'efficacité. Et ce qui est sûr, c'est que c'est l'image de l'État russe qui est en jeu. Et le pouvoir centrafricain recherche quoi? Le résultat. Mais alors, si cette force-là est bien formée et elle a la technicité, l'expertise qu'il faut, et elle montre les résultats sur le terrain en termes de formation et d'assistance technique des FACA, et on voit que, écoutez, les FACA deviennent dynamiques, etc. Pourquoi on va voir des détails? Ça ne compte pas. Alors, nonobstant les sorties de l'UE, on l'a vu, de l'ONU, de la France et autres, le Centrafrique affiche son envie d'être avec la Russie aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut tenir ou bien est-ce qu'il peut tenir avec les Russes? Il faut qu'il se donne les moyens de tenir. C'est vrai que c'est un risque. C'est un risque parce que lorsque vous voyez toute une ligue internationale contre un pouvoir, c'est un peu difficile de pouvoir s'appuyer sur un seul partenaire pour pouvoir exister. Mais je pense que le Centrafrique a quand même du répondant. D'abord, de par les richesses inouïes et même insolentes que regorge son sous-sol, de par le potentiel existentiel en termes de jeunesse, en termes de compétences à l'intérieur, il suffit de réorganiser suffisamment la société centrafricaine pour que la richesse puisse se créer fondamentalement de l'intérieur. Le vrai problème que nous avons dans nos gouvernances en Afrique, c'est de penser qu'en réalité nos pays doivent pouvoir se développer fondamentalement avec l'appui extérieur. Et donc ce faisant, on oublie qu'en réalité la richesse doit venir du terrain, donc du peuple lui-même. Et toutes les fois où on investit des énergies pour créer de l'expertise, pour créer des géants, des industries, des puissants industriels à l'intérieur, que ce soit dans le domaine de l'économie, de l'agriculture, de la culture, etc., c'est de cette manière justement qu'on peut propulser la dynamique du développement. Je voudrais justement m'appuyer sur l'exemple de Thomas Sankara pour conforter justement ce raisonnement que je suis en train de tenir. Voyez-vous, lorsque ce monsieur est venu au pouvoir, il a décidé de rompre avec les aides extérieures ainsi que les prêts. Le FMI, la Banque mondiale ne portaient plus d'appui financier au pays à la haute volta de l'époque. Donc, il a décidé de donner un symbole fort à l'État, à la haute volta, en changeant d'abord la dénomination, qui dit désormais le Burkina Faso, qui signifie pays des hommes intègres. Et donc cette intégrité, il a choisi de la cultiver fondamentalement avec son peuple. Et puis, résultat de course, au bout de 4 ans, le Burkina Faso s'est affranchi du besoin de la nourriture parce que le pays a atteint l'autosuffisance alimentaire et exportait même des produits vivriers. Ensuite, il a réussi à construire des infrastructures, des logements, des milliers de logements par ville, etc. Et donc, comme cette dynamique-là n'arrange pas les pays, notamment comme la France, et puis d'autres gouvernements qui ont le sentiment qu'on les dénude, c'est-à-dire que cette rupture-là donne le sentiment qu'eux, ils ne sont pas efficaces. Et donc, on a ligué contre lui pour pouvoir le démettre de son pouvoir et donc l'assassiner. Donc, c'est pour dire véritablement que le développement de tout pays doit partir par les forces endogènes existentielles. Et je crois que si le président Touadéra s'engage de ce point de vue-là, il pourra relever le défi malgré toute la fronde qui est organisée par la France avec l'ensemble des partenaires. Mais on ne peut pas crier vite cocorico parce que récemment il y a eu 28 civils qui ont été tués et 2 militaires
encore des efforts à faire. Mais bien sûr, il y a encore des incursions. C'est pour ça que je dis qu'il n'a pas acquis la totalité du territoire. Mais ce qui est sûr, quand vous voyez l'état dans lequel le pays, le Centrafrique, était avant que lui n'accède au pouvoir, et même quelques années plus tard, vous comprendrez qu'il y a eu des avancées notables, notamment sur le plan sécuritaire et sur le plan même de la réorganisation même de l'État centrafricain. Donc, il faut rester dans cette dynamique-là sans s'avouer déjà vainqueur, parce que quand on est dans un contexte où il y a autant d'ennemis, il y aura toujours des incursions isolées pour saboter la dynamique. Voyez-vous? Donc, il faut toujours rester dynamique, rester vigilant et puis faire en sorte à persévérer et à surtout solliciter la complicité du peuple centrafricain. Parce que si le peuple ne se retrouve pas en ses dirigeants, il sera difficile, quelle que soit la pertinence des initiatives qui seront prises par les gouvernants, elles n'auront pas d'impact, elles n'auront pas de succès sur le terrain, parce qu'en réalité, le relais doit être assuré par la population elle-même. Alors, si on prend le MLPC de Martin Ziguélé, qui, avec d'autres partis politiques, ont porté le président Touadéra au pouvoir, apparemment, ça ne va plus entre eux. Cela veut dire que le président a aussi un travail à faire sur ce plan. Oui, je pense qu'on l'a dit, qu'on l'a effleuré dès le début. C'est vrai que en général, nos dirigeants ont un problème fondamental de leadership, c'est-à-dire cette capacité à s'élever au-dessus des clivages partisans, au-dessus des intérêts partisans, pour pouvoir fédérer l'ensemble des énergies autour d'un idéal commun ou d'une conscience collective qui permet justement le développement de tout pays. Si vous voyez, si vous revisitez un peu l'exemple de tous ces pays-là qu'on appelle aujourd'hui pays puissants ou économiquement solides, vous verrez qu'il y a d'abord eu un travail en amont. Il a fallu l'action des leaders, notamment sur le plan culturel, pour semer la graine des idées nobles qui permettent justement de créer une conscience collective. Mais il faut reconnaître aussi que lorsqu'il y a cet attelage politique qui permet de faire émerger, de propulser un leader à la tête d'un pays, à un moment donné, dans le déroulé de sa politique ou de sa vision, il y aura des frictions parce que chacun aspire à assouvir ses intérêts. Voyez-vous? Donc, quelqu'un comme Martin Ziguélé, qui fait partie de la vieille classe, du système qui s'était moulé avec docilité sous la France, ne peut pas aussi automatiquement s'inclure dans la nouvelle dynamique impulsée par Touadéra. Ça veut dire qu'il y a un travail de persuasion qu'il faut faire vis-à-vis de ce monsieur-là, tout en le satisfaisant sur le plan matériel. Parce que, vous savez, c'est une question de paramétrage mental. Les gars, ils ont eu une habitude, on dit que l'habitude est une seconde. Donc, pour déboulonner tout ce système-là, enfin, toutes ces idées reçues avec lesquelles ils ont eu à travailler par le passé, il va falloir un travail sérieux de leadership, de persuasion et de conviction, etc. Alors, un soutien militaire de la Russie qui a sans doute gagné. Alors, vous pensez que le président Touadéra va se tourner définitivement vers la Russie sur d'autres prismes également? Logiquement, il n'a pas intérêt, comme je le dis, à rester arc-bouté sur un seul partenaire. Mais si le partenaire se montre fiable, tant mieux. Donc, on lui donne la marge qu'il faut et puis le travail continue. Mais au même moment, il a tout intérêt à élargir l'éventail de ses relations. Quelle que soit la difficulté aujourd'hui qui est là, il y a un pays, par exemple en Afrique comme l'Angola, qui soutient farouchement le pouvoir centrafricain. Il y a même le Rwanda. Voilà, il y a le Rwanda. Donc, toutes ces puissances-là elles peuvent avoir un apport sérieux et déterminant dans l'assise du pouvoir centrafricain. L'essentiel pour le président centrafricain d'aujourd'hui, c'est de pouvoir tenir un discours qui persuade, qui convainc et qui met les gens, qui rassure les gens sur sa volonté de composer avec eux. Et comme je le dis, je reviens encore sur le principe ou bien l'impératif pour lui de composer fondamentalement avec sa société, de la restructurer et de faire en sorte que chaque individu se retrouve en son pouvoir. Et donc, à partir de ce moment-là, il va créer une force interne assez dynamique qui va justifier alors l'aura de son pouvoir, qui va le légitimer et en même temps le pousse de façon progressive
vers l'extérieur, vous savez, il y aura toujours des convoitises. Les gens vont se dire, ben, écoutez, ce monsieur, il est en train de faire des pas déterminants, on va composer avec lui, quoi qu'on dise. Alors, les opposants en face, on dit souvent qu'ils sont des pions de la France, Martin Ziguélé, François Bouzizé. Est-ce que vous pensez que la France peut les utiliser contre le pouvoir en place? Oui, mais c'est ce qui se fait actuellement. Mais les rebelles de Bouzizé sont financés par qui? Mais bien entendu, même il y a des États, des pays complices, à côté, le Tchad par exemple. Avec, vous savez que le pouvoir tchadien a été quasiment intronisé par la France. On est d'accord. Dans un coup d'État pratiquement validé avec, je ne sais pas, un naturel quand même effarant. Alors, donc, un tel pouvoir qui est frontalier au Centrafrique est une vraie menace, voyez-vous. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on peut instrumentaliser, on peut utiliser quelqu'un comme Bouzizé, dont les qui est actuellement même à N'Djamena. Ben voilà, justement. Donc, c'est vrai, il y a ce risque-là. Mais il appartient, comme je le dis, toujours à ce pouvoir-là de se montrer vigilant et efficace dans le leadership. De telle manière que même quand il y a des sabotages à l'extérieur, qu'il n'y en ait pas assez à l'intérieur. Vous avez parlé tout à l'heure des soutiens de certains pays africains, l'Angola, le Rwanda. Ces soutiens vont être on ne peut plus importants pour le Centrafrique. Absolument. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, sur l'échiquier international, c'est-à-dire qu'avec les puissances traditionnelles qu'on connaît, il y a un problème sérieux. C'est-à-dire qu'ils sont décidés à faire des pressions monstrueuses sur le pouvoir centrafricain afin de l'amener à renoncer à son engagement et à ses liens qu'il est en train de consolider avec la Russie. Ça veut dire qu'il lui faut fondamentalement trouver de nouveaux alliés, à ce qu'il soit individuel, en tout cas sur le plan bilatéral, il lui faut des alliés solides. En cela, je crois que l'Angola, qui est une puissance, aussi bien économique que militaire en Afrique, tout comme le Rwanda, qui est un modèle de développement, de gouvernance, etc., sont d'un appui déterminant et peuvent justement créer une dynamique qui va consolider le principe de la coopération sud-sud dans nos pays. Et je crois que franchement, ils font bien d'oser et de rester dans cette dynamique-là, parce que ce qui nous tue en général en Afrique, c'est le manque d'audace. C'est parce qu'on voit le mal devant et puis on démissionne avant même d'avoir pris d'initiative. Donc, il aura le mérite d'avoir initié un nouveau modèle de gouvernance en Afrique centrale, parce que vous savez que dans toute l'Afrique centrale, c'est des dinosaures. Hein. Vous prenez l'Afrique, vous prenez le Tchad, vous prenez le Congo-Brazzaville, vous prenez le Gabon. Tous ces pays-là, c'est des dinosaures de la vie politique qui sont là et qui sont des pions essentiels et déterminants du système France-Afrique. Donc, quelqu'un qui, dans ce cercle-là, crée la rupture ne peut qu'être un héros qu'il faut encourager. Et je crois qu'aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies où l'information passe à une vitesse vertigineuse, il sera difficile de le coincer indéfiniment, parce que vous allez voir que les idées ou bien les commentaires, les analyses vont fuser d'un peu partout, et à un moment donné, même ceux-là qui sont en train de faire la pression vont commencer à baisser de régime, parce qu'ils seront dénudés, bien sûr. On saura très bien qu'est-ce qui motive leur... C'est une injustice qui sera flagrante, et donc il suffit pour le pouvoir centrafricain de persévérer et de rester dans cette dynamique. Ce sera peut-être difficile sur un court terme, mais au bout du temps, ils vont sortir. Vous pensez que sa réussite en Centrafrique va justement la pousser? Je vais parler de la Russie sur d'autres chantiers. Le Mali, par exemple, on en parle. Mais ils y sont déjà. le principe est déjà là. Non, le problème, en réalité, il n'y aurait pas de débat aujourd'hui si ce n'était pas la France qui, en réalité, gesticule autour des partenariats que les nouveaux régimes sont en train d'initier, en tout cas les nouveaux régimes africains sont en train d'initier au plan international. Comment la France ne s'est jamais plainte lorsque un pays francophone noue des relations avec les États-Unis, noue des relations avec l'Allemagne, noue des relations avec d'autres puissances? C'est parce qu'aujourd'hui la France voit la Russie en véritable rival. C'est-à-dire que c'est d'abord, ils ne s'entendent pas sur beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets. Voilà. Et donc aujourd'hui, Poutine étant une vraie puissance à l'échelle mondiale,
lorsque son pouvoir commence à s'installer dans le précaré français, il y a inquiétude. Parce que la France n'a pas de vie en dehors de ce que l'Afrique lui fournit comme ressources. Ça, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que c'est la seule puissance économique mondiale dont le pouvoir dépend de ce qu'elle puise des ressources de ses anciennes colonies. Voyez-vous? Donc, elle a raison aujourd'hui de sentir l'inquiétude et de la manifester véritablement parce qu'en réalité, elle joue sa survie. Vous voyez? Donc tout le débat qu'il y a aujourd'hui est enclenché, déclenché et maintenu exprès par la France parce qu'elle est en train de voir son hégémonie s'effriter, s'effondrer, s'effilocher de façon progressive dans son précaré en Afrique. Vous, en tant que journaliste, vous voyez que la présence russe en Afrique est mieux que les autres? Non, en réalité, il n'y a pas de puissance extérieure qui soit mieux. Comme je l'ai dit, la vision ou l'objectif ultime de tout pouvoir, c'est de se construire à partir de ces forces endogènes. Et comme je le dis pour le Centrafrique, c'est qu'en réalité, étant entendu qu'il a été pendant longtemps étouffé par un pays comme la France, il faut desserrer les taux là. Et là, dans cette phase-là, il a besoin des alliés. Et le temps de consolider le pouvoir de l'intérieur. Sinon, que ce soit la Russie ou la France ou une autre force extérieure, une fois qu'elle vient, elle n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Il faut le reconnaître. C'est vrai que sur un plan ou sur un autre, on peut préférer tel ou tel partenaire ou tel autre. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut les diversifier. C'est-à-dire selon la marge d'efficacité de chacun des partenaires dans certains domaines, on les privilégie. Mais l'objectif ne doit pas être de les amener à conquérir la souveraineté du territoire, mais c'est de composer en partenaire. Voyez-vous? Donc je crois que c'est cette démarche que nos dirigeants doivent pouvoir mener et rester vraiment souverains et rechercher leur respect et leur dignité par une certaine forme de crédibilité qu'ils donnent à leur propre pouvoir et puis une légitimité qu'ils vont acquérir à partir de leur peuple. Parce que, comme je l'ai dit, beaucoup de nos dirigeants pensent qu'il suffit d'être adoubé par la France pour mériter d'être dans le fauteuil dans nos pays. Et c'est le vrai danger qui nous guette, qui nous a toujours guetté et qui a toujours miné le processus de développement de nos États en Afrique. Nous sommes au terme de cet entretien. Quelque chose à ajouter, Lucas Baki? Non, mais il faut encourager justement le pouvoir centrafricain, tout comme un pouvoir comme celui du Mali, qui sont en train d'initier une nouvelle forme de dynamique qui va aboutir à coup sûr à l'affranchissement de beaucoup d'États africains. Et je crois que cette façon de faire, s'il reste persévérant, cela fera tache d'huile, voyez-vous, en Afrique, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'après plus de 6 décennies des indépendances proclamées, nos États restent toujours aussi fragiles, économiquement fragiles, très précaires et vulnérables à tout point de vue, au point d'être obligés à leur corps défendant de ne composer qu'avec les puissances extérieures pour se compter parmi les États. C'est pas possible. Merci beaucoup à vous, Lucas Baki. Vous êtes journaliste. On va marquer une pause pour le journal et on revient avec nos invités pour Regard Croisé.